Dit c'est pas possible, donc je ferai DE la semaine prochaine et la semaine d'après. Ensuite il n'y aura pas de DE, je crois que ce jour-là vous avez un devoir sur table de mathématiques, me semble-t-il. Et ensuite il y aura le devoir sur table le 15 décembre. La deuxième interrogation. Donc on y va, on a donc du pain sur la planche pour aujourd'hui, on commence par cette DE du jour. Donc on nous propose un exercice. Tendance et approximation linéaire. Donc le tableau ci-dessous est tiré du livre de Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle. Et on s'intéresse à l'évolution de la production mondiale par habitant. Donc depuis Jésus-Christ, on mesure l'évolution de la production mondiale par habitant. Évidemment, vous voyez bien que c'est une construction historique. En même temps, il y a des spécialistes du sujet qui ont essayé de reconstituer ça. Donc quand on présente ce tableau, d'abord il faut comprendre que, première chose à dire, ce qu'on appelle un taux de croissance. Un taux de croissance, c'est la même chose qu'un taux de variation, que les choses soient claires dès le départ. Donc le taux de variation, il m'est arrivé de l'appeler V. Le taux de croissance, il arrive souvent de l'appeler G. G comme growth en anglais. C'est pour ça qu'on appelle ça petit g, souvent le taux de croissance, on appelle petit g comme growth rate en anglais. Donc c'est un taux de croissance. Ensuite, deuxième élément, ici vous voyez que ce qu'on a reporté, c'est un TCAM, c'est-à-dire en fait un TVAM, un taux de variation annuel moyen ou un taux de croissance annuel moyen sur une certaine période. D'accord ? C'est ce qui est indiqué. Donc ce taux de croissance, il vaut sur une période de 1 an, puisque c'est un taux de croissance annuel moyen. Autre élément, vous voyez que dans ce tableau, on a 3 colonnes. En fait, on va utiliser dans la suite de l'exercice que la 3e colonne, ou la 4e si vous préférez. La première, c'est la production mondiale. Je la note Y. C'est la production mondiale, en tenant compte de tout le monde. La deuxième, c'est la population mondiale. Donc, on va mesurer ici la croissance démographique. Et la troisième, par définition, je le note petit y, c'est la production mondiale rapportée au nombre d'habitants. Donc c'est y sur n, d'accord ? Donc petit y, c'est égal à y sur n. Autre élément aussi qu'on a sur ce tableau, vous voyez que dans ce tableau, en fait, on a un phasage. Ici, on a des périodes historiques. Alors, on distingue 2 périodes historiques. Première période historique de 0 à 1700 où il ne se passe pas grand-chose. Puisque vous voyez que dans cette période, la production mondiale augmente de 0,1%, mais exactement comme la population. De sorte que la production par habitant n'augmente pas et que les gens ne voient pas d'amélioration de leur situation pendant 1700 ans. En tout cas, c'est ce qui est donné dans ce tableau. Et puis ensuite, on a une seconde sous-période, depuis la révolution industrielle où c'est Planis, 1700. Vous voyez que la production mondiale augmente de 1,6%, la population mondiale augmente très vigoureusement par rapport à la période précédente. Et au total, comme la production augmente plus vite que la population, il y a bien une augmentation de la production par habitant. La période 1700-2012 est elle-même décomposée en 3 épisodes. Premier épisode qu'on va qualifier, je ne sais pas, de pré-révolution industrielle, 1700-1820. Vous voyez que la croissance par tête commence à se mettre en place, mais elle est peu vigoureuse, 0,1%. Seconde période, dans laquelle c'est la révolution industrielle, 1820-1913, 0,9% de production par habitant. Et puis une dernière période dans laquelle la croissance est encore plus vigoureuse, la dernière période qui dure quasiment un siècle. Donc il est évident que ce phasage historique, il a été choisi par Thomas Piketty de manière à indiquer quelque chose, qui est d'indiquer que non seulement la production par habitant s'est accrue, mais la production par habitant a accéléré. Elle s'est accrue, bien sûr, eh bien, elle a augmenté, hein, mais à l'échelle historique, en tout cas depuis 2000 ans, et surtout dans les 300 dernières années, non seulement elle s'est accrue, mais elle s'est accrue à un rythme qui est de plus en plus élevé, avec un taux de croissance qui est lui-même croissant. D'accord ? Et c'est pour ça que cette période, c'est pour ça que ce découpage a été choisi. Et donc l'objet de l'exercice, c'est précisément de tenir compte de ça. C'est ça la philosophie de l'exercice. Bon, on y va, on peut maintenant tenter de répondre aux questions de l'exercice. Donc cet exercice, il est tiré de l'ouvrage. Toutes les données de Piketty, c'est un ouvrage qui a été, vous savez, très très vendu, c'était un best-seller mondial qui a été très très vendu, un best-seller mondial qui a été publié il y a 4-5 ans. Et toutes les données sont disponibles sur le site de Thomas Piketty, donc vous pouvez les chercher. Là, je viens juste de les chercher
sur son site. Et c'est reproduit dans son livre, lecture que je vous conseille, bien qu'elle soit un petit peu ardue, puisque le livre fait 600 ou 800 pages. C'est pas le nombre de pages qui fait que c'est ardu, c'est que voilà, c'est un livre grand public puisqu'il a été très vendu. Donc première question, on note Y la production mondiale, N la population mondiale et Y égale Y sur N la production par habitant. Quelle relation algébrique existe-t-il entre les taux de croissance ou de variation de Y, N et Y? D'accord? Donc c'est quoi ce que j'appelle le taux de croissance? Je vais les noter comme ça, G de Y, G indice Y, c'est le taux de croissance de la production mondiale avec un grand Y. Dans mes notations, je propose que ce taux de croissance, on peut toujours le noter comme ceci, c'est la valeur de Y à la date T, divisé par la valeur de Y à la date précédente. Donc je mets Y sur Y moins 1, d'accord, pour signifier que c'est décalé d'une période, moins 1. Ou, évidemment, de manière totalement équivalente, le 1 plus le taux de croissance, qu'on a appelé le coefficient multiplicateur, c'est Y sur Y moins 1. Ok? Donc, la question qu'on pose, là, c'est de savoir quelle est la relation algébrique exacte qu'il y a entre le taux de croissance de petit y et puis les taux de croissance de la production totale et la production par habitant. Vous avez bien compris que, intuitivement, si l'un augmente de 0,2% et que l'autre augmente de 0,2%, les deux vont se compenser et que donc, quelque part, ce qu'on va trouver n'est pas très très loin de la différence entre les deux taux de croissance. Ben, il faut simplement montrer cette formule, ou en tout cas, essayer d'expliciter. Donc on est d'accord que le taux de croissance de la production par tête, ou plutôt le coefficient multiplicateur de la production par tête, 1 plus G, Y, il est égal à Y sur Y moins 1. Ok? Et puis, je peux remplacer. Y, c'est Y sur N. Et Y moins 1, c'est Y moins 1 sur N moins 1. Ok? Donc là, vous pouvez juste décomposer cette fraction. Vous avez un terme, cette fraction de fraction. Vous avez un terme qui est égal à Y sur Y moins 1. Vous voyez, c'est le terme qui est là. Multiplié par, et comme vous voyez que c'est divisé par N et N moins 1, bah, évidemment, c'est inversé. Multiplié par N moins 1 sur N. Ça va? Juste, j'ai pris mes deux fractions, et comme c'est des fractions de fractions, bah, ce qui est en dessous, je le fais passer au-dessus, et j'obtiens exactement ce résultat-là. Le résultat, il est trouvé puisque Y sur Y moins 1, c'est égal à quoi? C'est égal à ce que j'ai appelé 1 plus GY. Et puis, N moins 1 sur N, c'est exactement égal à 1 sur 1 plus Gn. Autrement dit, N moins 1 sur N, c'est l'inverse de N sur N moins 1. Donc c'est 1 plus Gn, la croissance démographique. Autrement dit, 1 plus GY, c'est égal à 1 plus GY divisé par 1 plus Gn. Et donc, G de Y, c'est le résultat qu'on nous demandait, il est égal à quoi? Il est égal à 1 plus GY divisé par 1 plus Gn moins 1. Ok? C'est ça le résultat. Ce résultat, ça c'est donc le résultat qu'on a trouvé. Deux remarques rapides. Vous constatez que cette formule, elle paraît peut-être un peu compliquée. Mais évidemment, imaginez que G de Y soit strictement identique à G de N. Ce qui est le cas entre 0 et 1700, avec 0,1%. Imaginez que la croissance de la production soit égale à la croissance démographique. Dans ce cas-là, bien sûr, ça implique quoi? Ça implique bien sûr que G de Y est égal à 0. Ok? Si les deux croissent au même rythme, bah, la production par tête, elle ne croît pas. Donc ça, c'est une première remarque. Ça paraissait évident. Deuxième remarque, bah, si on n'avait pas trouvé ça, on aurait été un peu gêné. Deuxième remarque, ce que vous pouvez montrer, et je ne vais pas le montrer ici, c'est qu'en fait, on peut faire une forme d'approximation. Dès lors que les valeurs de G de Y et de G de N ne sont pas très grandes, et bah, 1 plus G de Y divisé par 1 plus de G de N moins 1, ce n'est pas très éloigné. C'est pas très éloigné, c'est pas exactement égal, mais c'est pas très éloigné de GY moins G de N. D'accord? Donc, c'est pas très éloigné de la différence entre les deux. Si vous avez une croissance économique à 1,6%, une croissance démographique à 0,8%,
bah, si vous faites la différence entre 1,6 moins 0,8, vous trouvez à peu près la croissance par tête. D'accord? Donc ici, j'ai calculé la formule exacte, celle qui est rigoureuse, d'accord? Mais bien sûr, qu'en faisant la différence des taux de croissance, vous n'êtes pas très loin de la vérité. Pas très loin de la vérité. Donc, et c'est d'ailleurs ce qu'on observe dans le tableau. Si vous regardez le tableau, vous allez constater que sur le tableau, bah, on peut le regarder maintenant qu'on a terminé ça. Sur le tableau, évidemment, si vous prenez ces chiffres-là et que vous faites la différence, si vous faites ça moins ça, vous trouvez exactement les chiffres qui sont là. D'accord? Donc, de toute façon, il n'y a pas 12 chiffres après la virgule. Les évolutions sont faibles, donc l'approximation est juste, et donc elle s'applique tout le temps. Je ne crois pas qu'il y a lieu de beaucoup discuter de cette question. GY, c'est à peu près égal à GY moins G de N. Donc quand on dit c'est à peu près égal, c'est plus facile d'expliquer à quelqu'un que c'est la différence entre les deux, plutôt que c'est égal à 1 plus GY divisé par 1 plus GN, G de N moins 1. Donc voilà les choses telles qu'on les a. C'est bon là-dessus? Oui? D'accord? On est d'accord que 1 plus Gn, comme les autres, c'est égal à n sur n moins 1. Ok? Donc bien sûr, ça implique que n moins 1 sur n, c'est égal à l'inverse. Ok? Donc c'est comme ça que j'y suis passé. Ça va? Bon, donc ça c'était juste, dans la suite de l'exercice, on va s'intéresser qu'à la troisième colonne, c'est-à-dire la toute croissance par tête. Ok, donc on passe à la question suivante. Alors on nous demande ensuite, évidemment dans le truc, on ne sait pas quel était le niveau de production par habitant à la naissance de Jésus-Christ, d'accord? En l'an 0. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une base. On va dire, imaginons que le niveau de vie par habitant, ce soit 100 en 1700. C'est ça, donner une base 100 en 1700, d'accord? C'est pas 100 quoi, mais c'est ça la base 100, admettons que ce soit 100. Combien ça serait en proportion en 0? Qu'est-ce qui s'est passé entre 0 et 1700? Qu'est-ce qui s'est passé entre 0 et 1700? Que nous montre le premier tableau? Non, le taux de croissance de la production par habitant est nul. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas changé. La base, c'est la même. D'accord? Puisque la production par habitant n'a pas augmenté entre 0 et 1700. Donc, ça veut dire qu'on avait le même niveau de production par habitant. Donc, c'était 100 aussi. On a complété la première. La deuxième, c'est quoi Y 1820? Y 1820, c'est Y 1700, d'accord? C'est la production par habitant en 1700, multiplié par quoi? Multiplié par le taux de croissance par tête entre 1700 et 1820, d'accord? C'est ça, hein? Et c'est combien ce taux de croissance par tête entre 1700 et 1820? Sur le tableau. Le sujet est ici. Hein. Je vais me prendre moi-même parce que vous n'avez pas le sujet. Il est là. D'accord? Moi je lis que le taux de croissance par habitant entre 1700 et 1820, il est de 0,1%. D'accord? Donc il faut mettre 1 plus, alors attention, 0,1%, ça fait 0,001. Ok? Ce taux de croissance, c'est un taux de croissance annuel moyen. Donc évidemment, entre 1700 et 1820, il y a combien d'années? Il y en a 120. Donc il faut l'appliquer 120 fois. Donc il faut le mettre à la puissance 120. Et le produit en 1700, c'est 100, puisque c'est bien ça la base. Donc ça fait combien ça? Ça fait combien? Quelqu'un l'a fait? Combien ça fait?
si vous arrivez au TD les mains dans les poches, j'espère que quelqu'un l'a fait. Quelqu'un l'a-t-il fait? Monsieur? 112, très bien. 112,114. Alors peut-être que sur le 114, vous êtes d'accord avec moi que bon, on peut mettre 112,114 si vous voulez, mais le nombre de chiffres après la virgule n'est pas forcément très important. Parce que c'est 0,1%, mais est-ce que c'est 0,11 ou 0,105? Ok, je propose qu'on laisse 112. Ok, je ne sais pas si c'est le. Bien sûr, on a prime 700. Voilà. Ensuite, même calcul, donc 112. Donc ça ne fait pas grand-chose. Hein. Sur 120 ans, ça fait une augmentation de 12%. On est d'accord? 120 ans, ça fait une augmentation de 12%. Donc les gens, ces générations-là, vous voyez, de génération en génération, certes, il y a quelque chose qui se passe, ça augmente un petit peu de 0,1%, mais ils n'ont pas l'impression que leur pouvoir d'achat progresse beaucoup. Hein. À propos des gilets jaunes et des chemises bleues, vous avez vu que j'ai mis une chemise bleue, moi, aujourd'hui. J'avais la même hier. J'étais un peu feignant ce matin, je ne voulais pas me repasser une chemise. Oui. Comment? 0,74. Alors si c'est 0,74, peut-être qu'on met 113. Bon, autant mettre ce que j'ai mis moi, puisque je l'ai calculé sur Excel. Moi, je trouve 113 comme vous. Donc vous avez raison, on va mettre 113. Ok, c'est 112,74. Parce que là, on arrondit plutôt au truc au-dessus. D'accord? Bon, bah c'est bien, vous êtes au moins 2 à avoir fait l'exercice, mais vous êtes encore un peu timide. Allez, on continue, parce qu'on a du boulot. 1913. D'accord? 1913, on prend quoi? On prend la production en 1820, qu'on vient de calculer, 113, d'accord? Alors là, on pourrait mettre 112,74, parce que comme on va le cumuler, ça va cumuler les erreurs. Multiplié par 1 plus combien? Le taux de croissance, c'est 0,9%. Donc vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus fort, hein, d'accord? Et entre les deux, il y a combien de dates? 93. Et donc si vous faites ça, vous prenez 1820 égale 113,74, d'accord? Vous faites cette calcul-là et vous trouvez combien? Combien vous trouvez? Oui? Parce que je me suis trompé. Je me suis couché très tard hier soir. C'est pas vrai. 0,09. C'est une erreur classique, quoi. Hein. Ça fait une... Mais on s'en serait rendu compte, parce que si on avait calculé 9% de croissance par an, c'est plus que la croissance chinoise. C'est un truc gigantissime, d'accord? Donc on s'en serait rendu compte quand même. Je me serais rendu compte que ça allait pas. Certes, je me suis couché tard, mais quand même. Donc ça fait combien le résultat? Combien? 200? 259, d'accord? Donc cette fois, vous voyez, c'est pas mal, hein. Ça augmente bien, hein. C'est plus que multiplié par 2, hein. Ok? Bon, ça augmente bien, mais voilà. Bon, dernier élément, cette fois entre 2012, donc on met 259. Entre 2012 et machin, donc là on prend le produit en 1913, on le multiplie par le taux de croissance, cette fois c'est combien? Ouais, c'est ça, 1,6%, d'accord, donc c'est bien. À la puissance 99, et vous trouvez 1248. Vous voyez, cette fois, on est parti, hein, 259, 1248, ça fait quasiment une multiplication par 5, par 6. Vous voyez, sur 99 ans, c'est-à-dire sur 5 générations. Donc les gens commencent un peu à le voir dans leur... on voit que leurs enfants sont plus riches que les parents. On commence à le voir dans leur propre vie. C'est le discours de Piketty, je vous conseille vraiment de lire son livre, ou en tout cas de s'en approcher. Vous pouvez commencer à lire le début, notamment cette partie-là. Elle est quand même bien faite. Bon, donc voilà, c'est bon sur ce tableau. Donc on a bien utilisé, à chaque fois, c'est un taux de variation annuel moyen. Bien sûr, sur la période 1913-2012, il n'y a pas eu 1,6% de croissance tous les ans, d'accord? Piketty a choisi ce phasage pour dire c'est à peu près ça sur cette période, c'est un taux moyen. Okay, il n'a pas dit c'est exactement ça, il n'y a pas de loi qui dit que c'est exactement ça. Mais s'il a fait ce découpage, c'est qu'il a trouvé que cette période était relativement homogène, il voulait essayer de donner des épisodes de la croissance économique. Ok.
Donc on a terminé. Donc représenter ces données par des points dans le plan année niveau de production par habitant. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Hein. Vous voyez, je l'ai fait sur Excel. Donc je mettrai sur Excel le fichier qui correspond à ces données. Pour tout l'exercice et d'ailleurs pour toute la DE, je le mets sur le pays. Donc ce qu'on fait pour représenter les choses, vous voyez que comme entre 0 et 1700 il ne se passe rien, d'accord. Si on avait représenté l'axe des abscisses de 0 à 1700, on aurait eu 1700 ans et puis après juste 300 ans et il ne serait rien passé pendant, bon, certes c'est une manière de montrer qu'il ne s'est vraiment rien passé pendant 1700 ans, mais du coup là ici on a coupé pour pouvoir mieux représenter les choses, d'accord. Donc l'axe il a été coupé, mais ensuite vous voyez que l'axe en bas en tout cas c'est bien le temps qui s'écoule. Ok, ensuite on a placé les différents points, d'accord, et donc j'espère qu'on a tous trouvé les mêmes résultats, 100 en 0, ce que je n'ai pas mis, d'accord. Vous pouvez rajouter le 100 ici, d'accord, c'est bien le 100 du 0, et puis après 113, 259, 1249, etc. Ok. Et puis après au niveau du choix d'échelle, c'est toujours important de bien choisir son échelle. Vous voyez que j'ai fait une échelle 0, 400, 800, 1200 par 400, c'est pour essayer de mieux représenter les choses. J'aurais pu faire par 500 aussi, et puis juste, voilà. Ok. Sur la période 0-2012, comment caractérisez-vous la tendance de la série? Alors c'est quoi la tendance de la série? C'est quoi une tendance? Ouais, mais c'est comment ça évolue, mais ça serait la courbe elle-même. Oui? C'est ça, à long terme, ouais. Moyenne, à long terme. En fait, c'est difficile de le dire, là je le dis de manière littéraire. Après, ça devrait donner une définition mathématique, on va essayer de le faire, mais c'est pas forcément facile. Donc, effectivement, c'est montrer comment ça évolue globalement, quoi, en moyenne sur le temps. Donc, ici, on nous dit comment caractérisez-vous la tendance de la série? On nous demande, je sais pas, comme dans un QCM, linéaire, exponentielle, logarithme, autre. Il faut cocher une des cases. Quelle case vous cocheriez? Exponentielle. D'accord? Tout le monde? Exponentielle? Tout le monde? Qu'est-ce que vous metteriez? Non, mais il y en a un qui a dit non. Ou une. Ah, vous avez tous faux, parce que moi je vais mettre autre. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous regardez d'abord, première chose à dire, c'est que, ok, ici on a la série. Donc, vous voyez, moi c'est agréable parce que j'ai un truc qui trace des droites. Si j'essaie de représenter la série, avec les TVAM, je vais lier, je peux tenter de lier les choses par des droites, d'accord, comme ça, en disant. Donc, vous allez me dire, bah, cette courbe-là, c'est à peu près une courbe exponentielle. Vous êtes d'accord? Bah, vous dites, ça ressemble à quelque chose qui serait une courbe exponentielle. Mais, c'est pas très rigoureux, parce qu'une courbe comme ça, est-ce que c'est une courbe exponentielle? Oui, pourquoi pas, c'est une courbe comme ça, c'est une courbe convexe, on ne sait pas très bien ce que c'est, elle est croissante, mais elle est croissante plus que linéaire. C'est ça que vous voyez. Vous allez me dire, elle est croissante plus que linéaire. Donc, comme elle est croissante plus que linéaire, vous allez me dire, elle est exponentielle. Mais en fait, la notion de croissance exponentielle est une notion peut-être un peu plus précise que ça. Donc, je vous propose juste de faire une petite révision, enfin un petit rappel de cours, je ne sais pas si c'est un rappel de cours, c'est, voilà, commençons par caractériser ce qu'est une tendance linéaire. C'est quoi une tendance linéaire? C'est là. Une tendance linéaire, ça serait quelque chose qui a la forme TT égale A plus BT. Et donc, si je devais le représenter dans le plan, cette tendance linéaire, je la représenterais comme ça, d'accord? Ça, la tendance linéaire, c'est juste, on aurait les données comme ça, voilà, c'est la droite, quoi. A plus BT. Avec ici, ça c'est la tendance, d'accord? Ça c'est le temps, et ça c'est le niveau de la variable. Et le A, c'est leur donné à l'origine, et le B, c'est la pente, d'accord? C'est ça une tendance linéaire, ok? On aurait cette évolution. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que chaque année, à chaque fois qu'un temps t s'écoule, un temps 1 s'écoule, la variable augmente d'une quantité b. Évidemment, ce n'est pas le cas
de notre série, puisque notre série, ce qu'on voit, c'est que ça augmente plus que linéairement. Ensuite, on nous dit une croissance, une tendance exponentielle. C'est quoi une tendance exponentielle? Pour moi, une tendance exponentielle, c'est pas pour moi, hein, si on cherche à être rigoureux, c'est aussi ce qu'on peut appeler quelquefois une tendance puissance. Elle s'écrit comment? La tendance, on a deux manières de l'écrire. Soit on peut l'écrire, c'est par exemple, ça peut être ça, c'est le fruit d'une évolution géométrique, où on aurait un taux de croissance constant G qui s'appliquerait, d'accord? Donc elle est bien puissance parce que vous voyez que c'est 1 plus G à la puissance T. Donc c'est une fonction de T, mais pas une fonction linéaire de T, une fonction puissance de T. 1 plus G à la puissance T. D'accord? Multiplié par x0, et x0 ça pourrait être la condition initiale. Situation à DA0. C'est ça une tendance exponentielle. C'est une tendance puissance. Une tendance exponentielle, c'est simplement, je vais dire, c'est une tendance à taux de croissance constant. Et le taux de croissance ici, c'est simplement G. Et on pourrait montrer, mais je n'ai pas envie de le faire ici, parce que ça, vous allez dire, bah oui, ça c'est la tendance puissance, mais pourquoi on l'appelle tendance exponentielle? D'accord? Pourquoi on l'appelle tendance exponentielle? On l'appelle tendance exponentielle parce que vous pouvez montrer que ceci n'est pas très éloigné de l'exponentielle de gt multiplié par g de x0, d'accord? Pour g, pour des valeurs de g proches de 0. Tendance exponentielle, tendance puissance, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. C'est, de toute façon, exponentielle gt, c'est exponentielle de g à la puissance t. C'est ça, hein? Donc on met bien quelque chose à la puissance t. Donc c'est ça une tendance exponentielle. Donc quelle est sa tête? Bah, c'est difficile. Moi j'ai beaucoup de mal dans ma vie à tracer une exponentielle. Une exponentielle, si je devais la tracer, bah, je vais avoir du mal, hein, effectivement, quoi. Pourquoi? Parce que c'est facile de tracer une droite, d'accord, relativement facile. Bon, on peut trembloter un peu, mais on arrive à placer une droite. Tracer une exponentielle, c'est un peu plus difficile. En tout cas, l'idée qu'on en a, c'est que effectivement, l'exponentielle, elle augmente très très vite. Donc on commence comme ça, et puis ça va augmenter très très vite avec le temps. D'accord? Donc c'est ça une tendance exponentielle. Donc la tendance était l'exponentielle ici. Ben non, parce que l'objet de l'exercice, c'est de montrer que la croissance, elle s'est accélérée. C'est pas la croissance qui s'est accélérée, c'est la production par habitant qui s'est accélérée. Le taux de croissance est lui-même croissant. Il est passé de 0 à 0,1 à 0,8 à 1,6. D'accord? Je ne sais pas si ça va durer, je suis pas sûr. Mais donc la croissance, elle est quelque part, elle est plus qu'exponentielle. Puisque le taux de croissance, il est lui-même croissant. Alors, il ne croît pas de manière exponentielle, le taux de croissance, hein, mais il est croissant. Or, une croissance exponentielle, c'est une taux de croissance à taux de croissance constant. Donc, moi, je répondrai à la question, et comme on a le phasage, ce n'est pas une croissance, ce n'est pas une tendance exponentielle. C'est une tendance qui est quelque part plus qu'exponentielle. Plus qu'exponentielle. Si on essayait d'ajuster une tendance exponentielle, on se rendrait compte que ça va plus vite qu'une tendance exponentielle. Parce que le taux de croissance augmente. Tendance autre. Bah, autre, c'est la bonne réponse. Puisqu'on a 3 possibilités. Ah non, logarithmique. Franchement, une tendance logarithmique, c'est un truc que j'aime pas trop. Je sais pas très bien ce que c'est. C'est un peu du bidon. Mais Excel nous le propose. Donc ça serait dire, par exemple, la tendance, c'est un truc du type log de A plus BT. Donc dans ce cas-là, ça serait une croissance. La fonction log, c'est une fonction concave. C'est-à-dire qui augmente moins vite que la droite. Donc c'est une croissance qui s'essouffle, une croissance logarithmique. D'accord? Ça serait une croissance qui s'effectuerait justement à taux de croissance décroissant. C'est ça la tendance logarithmique. Le log, c'est quelque chose qui est concave et donc qui est moins que linéaire en termes de la pente décroît. Et donc le taux de croissance lui-même décroît. Donc c'est ça la logarithmique. Donc évidemment, elle ne peut pas être logarithmique. Donc ça serait ça, une
croissance logarithmique, ça serait un truc du style t, machin, et puis, je sais pas, on aura un truc comme ça, un peu mollement comme ça, d'accord? Ça serait log de a plus bt. Évidemment, c'est pas le cas, d'accord? Donc, si c'est pas le cas, bah, la bonne réponse, c'est la dernière. C'est autre, d'accord? Donc, on l'entoure en vert. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas mettre de jaune. Hein. Remarquez, je ne veux pas mettre de jaune. Donc, on l'entoure en vert et on met autre. Mais j'ai rien contre eux. Je dis ça, je trouve ça amusant. Donc la réponse est autre. Évidemment, vous auriez été tenté de mettre exponentielle parce que vous voyez que ça augmente beaucoup. Mais exponentielle, ça a une signification mathématique rigoureuse, c'est pas n'importe quoi. C'est le taux de croissance à taux constant. C'est pas le cas ici. Ok? Donc la réponse est autre. Et le reste, c'est un peu faux. Bon, la réponse exponentielle, c'était la réponse la meilleure après autre. Hein, d'accord? En tout cas, c'est linéaire de l'algorithme. Ok. Question suivante. On l'a fait. Tendance linéaire. Ah bah vous voyez, j'avais même préparé, j'avais pensé à préparer ça. Ok, c'est bon. Maintenant, on va considérer une transformation logarithmique de la série exprimée en base 100 en 1700. Donc, une transformation logarithmique, c'est quoi? C'est prendre le log qu'on appelle le log népérien. D'accord? Le log népérien. Le log népérien, c'est un log qui a une propriété particulière, qui est que le log de E, du nombre E, il est égal à... Le log de E, il est égal à combien? Il est égal, non pas... Il est égal à 1. D'accord? Et E, c'est à peu près égal à 2, combien? 2,78. D'accord? Donc c'est ça le log népérien. Alors on peut d'abord le calculer. Hein. Vous allez sur votre calculatrice ou sur Excel et vous rentrez log népérien. Alors attention, vous voyez que dans mes notations, ok, quelquefois le log népérien on l'écrit aussi log y avec une majuscule comme ça. Donc moi j'ai mis ln sur votre calculatrice, ça peut être aussi log. Sur Excel c'est ln. C'est pour ça que j'ai mis ça comme ça, népérien. Donc on trouve combien? Le log de 100 c'est combien? Combien vous dites? 15,61. Ok. 4,61. 4,61. 4,61. Log 113. 73. Log 259. 5,56. Log 1249. 7,18. Ok. Donc on a fait ça. Représenter ces données par des points dans le plan année, log, niveau de production par habitant. Donc on peut représenter ça de cette manière-là. D'accord? Et si on le regarde, j'ai dû le faire, voilà, ça fait ça. Ok? Donc je pense qu'on a trouvé la même chose. Donc j'ai rien fait. Simplement ici, ce que j'ai pris, c'est le log de y. D'accord? C'est des données telles qu'elles sont. On les a de la même manière. Et j'ai oublié de représenter ici, évidemment, le point rouge du début qui est 1700. D'accord? Alors, on nous dit à la chose suivante, la question qui nous est posée, la suivante, on nous dit, mais en termes de niveau de... Pourquoi on a fait ça? Ben, parce que, en termes de niveau de production par habitant, que signifie une augmentation de 1 du log de y? Qu'est-ce que ça veut dire passer de 4,73 à 5,56 ou de 5,56 à 7,18? Qu'est-ce que ça veut dire lorsque le log augmente de 1? Ben, ça, c'est vraiment une question très importante et qui nous permet de comprendre pourquoi on est allé chercher le log. C'est quoi un log qui augmente de 1? Eh ben, c'est, imaginez que vous avez log de y et vous l'augmentez de 1. D'accord?
log de y plus 1. À quoi est égal log de y plus 1? C'est aussi égal à log de y plus... À log de y plus quoi? 1, c'est quoi? C'est log de e. Donc, log de y plus 1, c'est aussi égal à log de y plus log de e. Et log de y plus log de e, c'est égal à 2,78. Pourquoi on écrit ça? Parce que log de a plus b, c'est égal à quoi? Log de a plus log de b, c'est égal à quoi? C'est égal à log de ab. Et donc, le log de y plus 1, c'est égal comme le log de a plus log de b, c'est égal au log de ab. Le log de y plus log de e, c'est aussi égal à log de ey. Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce que log de ey, e c'est 2,78, d'accord, à peu près. Ça veut dire que lorsque le log augmente de 1, le y est multiplié par 2,78. Donc lorsque le log augmente de 1 unité, le y il est multiplié par 2,78. Donc quand vous passez d'un log qui vaut 5, log de 5 à 6, ça veut dire que le y il est multiplié par 2,78. De la même manière, si vous passez d'un log qui vaut 18 à 19, c'est la même chose. Et donc, lorsque le log augmente de 1, la variable est multipliée par une grandeur constante. Autre question équivalente. Imaginez que la variable soit multipliée par 2, parce que multiplier par 2,78, c'est un peu compliqué, d'accord? Imaginez que le produit par tête double. De combien augmente le log? Dans ce cas-là, vous voyez que log de 2y, c'est égal à log de y plus log de 2. Ok? À combien est égal log de 2 sur votre calculette? Le log népérien de 2. « 0,69. D'accord, c'est à peu près ça. Hein. D'accord? Ça veut dire que quand la variable est multipliée par 2, le log augmente, son log augmente de 0,69. Donc ça c'est intéressant parce que regardez les points tels qu'ils sont tracés. Quand on passe de 5, de 4,72 à 5,56, vous voyez que ça augmente de plus de 0,69. Donc c'est une multiplication du produit par tête qui est plus que 2. Et donc en utilisant le log, vous pouvez caractériser la manière dont le produit est multiplié sur chaque période. Et c'est en ça que c'est intéressant. Pourquoi c'est aussi intéressant? Parce que ici, si je fais comme tout à l'heure, c'est-à-dire si je lis ces différents points par des droites, ce que j'ai fait tout à l'heure, ici ça a une signification très précise. Vous voyez que j'ai tracé ici, j'ai simplement lié les différents points par des droites. Rappelez-vous que un exemple, c'est par exemple si vous prenez cette période-là, d'accord, dans cette période-là, vous savez que YT, c'est égal à quoi? YT, donc sur cette période-là, il est égal à Y 1913 multiplié par 1,016 à la puissance T moins 1913. Y 1920, c'est égal à Y 1913 multiplié par, il y a une croissance de 1,6%. 1,016 à la puissance quoi? À la puissance 1920 moins 1913, cette année. C'est un peu compliqué parce qu'il y a cette chose de T moins 1913. Donc, sur cette période-là, on a bien ça. Évidemment, sur cette même période, vous pouvez prendre ici, ce qu'on mesure, ce n'est pas la variable elle-même, c'est le log. Donc, le log de YT sur cette période-là, il est égal au log de Y 1913 multiplié par 1,016 à la puissance T
moins 1913. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai rien fait. Mais maintenant, vous pouvez utiliser la propriété du log. Le log de A multiplié par quelque chose est égal au log de A plus le log de 1,016 à la puissance t moins 1913. On est d'accord? Le log de A à la puissance t, le log de 1,16 à la puissance t moins 1913, c'est égal à quoi? Le log de A à la puissance b, c'est égal à b log de A. Propriété très importante des logs. Je l'écris là. Log de A à la puissance b, c'est égal à b log de A. Si vous faites le log de A au carré, ça fait log de A fois A. Donc ça fait log de A plus log de A. Donc ça fait 2 log de A. D'accord? Si vous faites le log de A au carré, log de A au carré, ça fait log de A fois A. Donc ça fait log de A plus log de A. Donc ça fait 2 fois log de A. De la même manière, log de A à la puissance B, c'est égal à B log de A. Vous voyez que mon log ici, ceci, du coup, c'est égal à quoi? C'est égal au log de Y 1913 plus T moins 1913, le log de 1,016. Autrement dit, l'intérêt du log, c'est que si l'évolution sur la variable, c'est une évolution puissance, d'accord? C'est une évolution puissance, une évolution géométrique, comme c'est le cas entre les différents points. Et bien lorsque vous prenez le log, cette évolution géométrique, elle se transforme en une évolution arithmétique, en une évolution linéaire. La caractéristique du log, c'est qu'elle transforme une tendance qui serait exponentielle. Vous voyez que sur cette période, entre 1913 et 2012, vous voyez, il y a un taux de croissance constant de 1,6%. Donc il y a une croissance exponentielle à un rythme de 1,6%. Et bien quand vous allez prendre le log, cette tendance exponentielle, elle va se transformer en tendance linéaire. Donc l'intérêt de prendre le log, c'est qu'effectivement, vous voyez que sur chacun des morceaux, ici j'ai pris le dernier, sur chacun des morceaux, et ben vous retrouvez que l'évolution, elle se fait à taux de croissance constant. Donc ici, là, la pente, elle est le log de 1,016. Combien ça vaut le log de 1,016? Calculez-le. 1,016, son log c'est combien? N'est pas rien. 1 0,0 100 168. Non, le log népérien de 1,07, ça fait combien? 0,015. Donnez-moi les chiffres après la virgule. Regardez, c'est exactement ce que je vous disais. Log de 1,06 c'est très très proche de 0,016. D'accord? C'est 0,0158,7, etc. C'est très proche de 0,016. D'accord? Donc la pente, c'est presque le taux de croissance. C'est presque 1,6%. De la même manière, ici, la pente, eh ben, elle est de à peu près 0,8%, puisque c'est le taux de croissance qui était là. Là, la pente, elle est très faible. Elle est de, on avait eu 0,1%. Et puis là, la pente, elle n'existe pas, elle est de 0, puisque les deux se sont stabilisés. Vous êtes d'accord? Donc, l'intérêt du logarithme, c'est qu'il transforme la croissance exponentielle en croissance linéaire. D'accord? C'est pour ça qu'on le représente de cette manière-là. On peut mesurer, en regardant la pente, le taux de croissance. Parce que la pente, c'est le log, c'est ça, hein, c'est le log ici de 1,016. Donc ça, c'est bien la pente. Ok, on avance. Une fois qu'on a accepté ça, on a un autre concept, mais qui est totalement équivalent, qui est l'échelle logarithmique. Vous avez le dessin, mais vous voyez que sur ce dessin, si vous regardez là que les ordonnées, vous avez le log. Mais le log, ça ne parle pas. D'accord? C'est le log de Y.
Ce qu'on propose en faisant une échelle logarithmique, c'est le grand dessin qui est à côté, c'est qu'on reprend le même schéma, mais simplement on va placer des points pour avoir une idée. On va placer des points pour avoir une idée, parce que 4,5 ça ne veut rien dire, 5,5 ça ne veut rien dire. Mais si on met 100, c'est combien le log de 100? Ici, le log de 100, il est égal à combien? 4,6. Donc vous voyez, la ligne, j'ai mis 100, d'accord? Ça correspond à 4,6, mais ça correspond à une valeur 100. Et ça, c'est faire ce qu'on appelle une sphérique logarithmique, c'est-à-dire c'est au lieu de mettre sur l'échelle les valeurs des logs, qui ne sont pas très explicites, on va mettre les vraies valeurs de la variable. Donc je mets, au niveau de 4,6, je mets 100. Au niveau de le log de 200, il est de combien? Il est de 5,4 ou un truc comme ça. Je sais pas. C'est pour ça que je l'ai placé là. D'accord? Il est de combien le log de 200? 5,38? 30, ok. Le log de 400, il est là, etc. Et le log de 800 est là. Donc faire une échelle logarithmique, c'est simplement prendre les données en log. Excel le fait de manière automatique. C'est prendre les données en log, mais mettre sur l'échelle, non pas les valeurs du log, qui sont difficiles à comprendre, mais les valeurs directement en termes de niveau de la variable. Ok? Donc, propriété très importante. Je vous ai dit que quand on passait de 200 à 400, on multipliait par 2. D'accord? On multiplie par 2. Et vous voyez que ce graphique-là, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, sur une même distance, on multiplie par 2 la variable. Elle passe de 100 à 200, à 400, à 800, à 1600. Le dernier point là-haut, c'est 1600. D'accord? Donc l'échelle logarithmique, elle dilate de manière exponentielle, en fait, l'échelle normale. On multiplie par 2. Et donc, la distance qui sépare 200 de 400, quand vous multipliez par 2, c'est simplement log de 2. D'accord? Ça, c'est aussi log de 2. Et quand la variable augmente de cette distance log de 2, c'est que le niveau de vie des gens a été multiplié par 2. D'accord? Donc c'est pour ça que les espaces entre les deux, bien sûr, c'est log de 2, par construction. Parce que vous multipliez par 2 la variable, et n'oubliez pas que log de 2 fois y, le log de 400, c'est égal au log de 2 fois 200, et donc c'est égal au log de 2 plus log de 200. Donc effectivement, la différence qu'il y a entre ici, le log de 200 et le log de 400, c'est log de 2. Et c'est la même chose bien sûr entre 400 et 800. Donc ça vous permet de visualiser. D'accord? Vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de mettre 100, 200, 400, 800. J'aurais très bien pu mettre 100, 150, 225, 225, non, j'aurais pu mettre 100, 300, 900, 2700 en multipliant par 3 à chaque fois. Vous voyez que, en le représentant de cette manière-là, je représente bien la série, puisqu'elle va de 0 jusqu'à 1200, donc c'est la bonne manière de faire. J'aurais très bien pu le faire en faisant 100, 150. Vous voyez, si j'avais mis 100, 150, ça veut dire que j'augmente de 50%, multiplié par 1,5. Donc après, ça serait 100, 150, 225. 225 multiplié par 1,5, ça fait 300, vous voyez, 337,5. Ça n'arrive pas, c'est compliqué. Alors que là, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, en général, les gens aiment bien compter comme ça. D'accord? C'est adapté à la série. Ok. Sur le graphique de la question précédente, à partir de 1700, est-il pertinent d'utiliser une tendance linéaire de type moindre carré? Donc, une tendance linéaire de type moindre carré, c'est justement une tendance de type A plus BT. D'accord? Donc, vous êtes en logarithme. Si vous tracez la tendance linéaire, on va voir après, on dira dans le second exercice mieux, on va mieux définir ce que c'est le moindre carré. Mais la tendance linéaire, elle serait un peu comme la droite noire que j'ai mis. D'accord? Je l'ai calculé par Excel. Donc c'est ça, la tendance linéaire. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Vous voyez que si vous faites ça, c'est pas une très très bonne idée parce que, en gros, c'est difficile évidemment de dire que, d'abord, peut-être c'est ça qu'il faut dire, c'est que tracer une tendance linéaire sur le log,
c'est comme tracer une tendance exponentielle sur le niveau. C'est ça. Puisque une tendance linéaire en logarithme, c'est comme une tendance exponentielle en niveau. Et précisément, à l'une des premières questions, on a dit, mais non, c'est pas une tendance exponentielle. C'est une tendance qui est plus qu'exponentielle. Bah là, on le voit très bien. Quand vous êtes en log, vous voyez bien que l'évolution, elle n'a pas été linéaire en logarithme. Elle a été plus que linéaire. On a l'impression qu'elle est presque exponentielle, vous diriez, en logarithme. C'est quand même pas ça non plus. Mais vous voyez bien que si vous cherchez à tracer une tendance linéaire sur le log, d'accord, c'est comme si vous cherchiez à tracer une tendance exponentielle sur le niveau. La tendance, elle ne peut pas être linéaire sur le log. Pourquoi? Parce que précisément ce que montrent les données, c'est qu'il y a eu des épisodes de croissance avec des taux de croissance différents. Donc, en mettant une tendance linéaire, vous faites comme s'il y avait une croissance qui était constante, à taux constant sur toute la période. Donc évidemment que ce n'est pas pertinent. D'accord? Dire que le log de YT, ça serait égal à peu près à A plus BT, c'est comme si vous disiez que YT, c'est égal à exponentielle de A plus BT. On est d'accord? Puisque l'exponentielle, c'est la fonction réciproque du log. Et l'exponentielle de A plus BT, c'est égal à l'exponentielle de A multiplié par l'exponentielle de BT. C'est ça, c'est la propriété de l'exponentielle. Donc, mettre une tendance linéaire sur le log, c'est comme mettre une tendance exponentielle sur le niveau. Et ben, vous voyez que ce n'est pas très pertinent. C'est pas plus pertinent que mettre une tendance exponentielle. Donc, ça donne une réponse à la première question, en fait. Quand je vous ai demandé quelle est la tendance sur le niveau, vous avez presque tous dit c'est une tendance exponentielle. D'accord? Quelque part, je comprends assez bien. Mais si vous regardez sur le logarithme, vous voyez que la réponse que vous aviez donnée, elle n'était pas la bonne. Parce que là, si vous avez demandé c'est quoi la tendance, est-ce que vous m'auriez répondu que c'était une tendance linéaire? Non, vous m'auriez dit peut-être c'est une tendance exponentielle, mais ce n'est pas non plus une tendance exponentielle. D'accord? C'est une tendance autre aussi. Donc, en prenant le logarithme, on se rend mieux compte en fait de l'évolution. L'évolution, elle n'était pas exponentielle, elle est plus qu'exponentielle. Parce que vous voyez que si vous mettiez une tendance linéaire, bah, évidemment, vous auriez une bonne partie de la croissance qu'on a vue dans les dernières années. Ok, je termine l'exercice, c'est la dernière question, comme ça on aura fini. On nous demande, dans cette dernière question, de trouver l'approximation du niveau de production par tête en 1900. D'accord? Donc 1900, c'est là, d'accord? On nous demande de trouver ça. Comment vous allez faire? Oui. Bon, c'est toujours mon truc là. Ce que je dis, c'est, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il y a une tendance linéaire. Il y a une tendance linéaire par morceau quelque part. D'accord? C'est un peu, voilà, c'est une tendance linéaire par morceau. Donc c'est comme ça qu'il faudrait le dire. C'est pour ça que mon orang-outan se réjouit. Ok. Donnez le niveau de production en 1900. Comment vous allez faire pour donner le niveau de production en 1900? Bah, vous connaissez le niveau de production en 1820. Ok? Je ne sais plus combien il est. Vous connaissez le taux de croissance entre 1820 et 1913. Il est de 0,8%, c'est ça? Hein, c'est ça, on avait mis 0,9. C'est ça, hein? Ok? Il est de 0,9%. Entre 1820 et 1900, il y a 80 ans qui se déroulent. Donc voilà le résultat. Ok? Vous avez juste fait une extrapolation exponentielle sur le niveau ou linéaire sur le logarithme. Vous auriez pu me donner une autre réponse. Dans les données, on connaît aussi le produit en 1913. D'accord? Ok? Mais 1913, c'est après 1900, 13 ans après. Donc on aurait pu aussi répondre 1,009 à la puissance combien? D'un côté, on remonte le temps. Donc on le met avec une puissance qui est 80. Et là, c'est pareil, on fait la différence entre 1913 et 1900. À la puissance combien? Moins 13. Moins 13, on est d'accord? Ok? Moins 13. Puisque, évidemment, ça ne vous choque pas de dire que la production de 1913, c'est la production de 1900 multipliée par 1,009 à la puissance 13, on est d'accord? Donc, évidemment, ça implique ce qui est au-dessus. Donc ça implique nécessairement que la production de 1900, c'est la production de 1913 multipliée par
1,009 à la puissance moins 13. Ok? Et ça, vous trouvez combien? Vous l'avez fait? Quelqu'un l'a fait? Vous l'avez trouvé? 214? 231. Ok, vous trouvez 231. Ou à peu près 231, d'accord. C'est pas deux chiffres après la virgule près, ou même si c'est 230 ou 231, on ne vous entraînera pas rigueur le jour de l'examen. Donc voilà, donc on a terminé cet exercice. Je propose qu'on fasse une petite pause de 5 minutes pour se détendre. Alors, donc je redis, puisque on m'a posé la question, donc peut-être que je vais mal passer mon message. Un message que je voulais faire passer dans cet exercice, c'est dire au début de l'exercice, quand je vous demande c'est quoi la tendance au début, bah, vous m'avez répondu, en regardant ça comme ça, vous m'avez dit bah, c'est exponentiel, d'accord? Et je vous ai dit mais non, c'est pas exponentiel parce que le taux de croissance il n'est pas constant. Mais c'est vrai que ça ressemble à quelque chose d'exponentiel et je comprends votre réponse. Une manière de vérifier que c'est vraiment exponentiel ou pas, c'est de prendre le log de la variable, parce que lorsqu'une tendance est exponentielle sur le niveau, elle devient linéaire sur le log. D'accord? Donc, effectivement, c'est ce qu'on fait après dans l'exercice. Ensuite, dans l'exercice, on regarde le log. Donc c'est ça le log, hein. C'est ça les données du log. Et là, vous allez me dire, bah, peut-être on peut le regarder là, même si c'est encore plus spectaculaire. Ça, c'est en log. Si je vous demande maintenant, c'est quoi la tendance là? Vous allez me dire, elle est exponentielle. Vous n'allez pas me dire qu'elle est linéaire en tout cas. Précisément, elle n'est pas linéaire, mais elle n'est pas non plus exponentielle. La croissance se fait à taux de croissance croissant. La production s'accélère. Mais la production s'accélère. Et ça, on le voit très très bien sur le fait que si vous cherchez toujours sur ces mêmes données en logarithme à mettre une tendance linéaire, vous voyez que cette tendance linéaire, elle n'aligne pas du tout les points. Elle n'est pas du tout une bonne manière de représenter les données. Pourquoi? Parce que le taux de croissance, il est lui-même croissant. Or, la tendance linéaire, elle décrirait une croissance qui se serait effectuée depuis Jésus-Christ à taux de croissance constant. Évidemment, si vous pensez ça, vous voyez bien que vous faites une énorme erreur. Parce que vous ramenez le niveau de vie d'aujourd'hui à celui de 1900. Bon, parce que c'est une énorme erreur. En tout cas, vous voyez, le point rouge, il est très au-dessus. D'accord? Et de la même manière, le point de 1700, il est très au-dessus aussi. Donc, c'est pas une bonne manière de décrire les données. C'était ça la philosophie générale. Donc, si vous voulez être sûr qu'une croissance soit exponentielle, eh ben, il suffit de prendre le logarithme et de regarder, de visualiser en disant tiens, est-ce que là la tendance est linéaire? En fait, c'est plus facile de deviner une tendance linéaire qu'une tendance exponentielle. Et une tendance exponentielle devient linéaire lorsque vous prenez le logarithme. Ok. Donc, exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, il est adapté du partiel de janvier 2017. Donc, on nous présente le prix d'un poisson, là, le filet de cabillaud en France de 1988 à 2015 en moyenne par année. Quand on dit un prix, c'est une variable de stock, on est d'accord? Donc ça serait mesuré à telle ou telle date, mais ici c'est une moyenne sur les prix mensuels. Vous voyez, on pourrait toujours mesurer le prix du cabillaud le 31 décembre. C'est un peu de chance d'être très très intéressant, d'accord? Donc ici c'est une variable de stock, mais on a pris sa moyenne. On va mieux comprendre pourquoi après. Donc ça c'est l'évolution sur, vous voyez, sur 17 ans de ça. C'est passé de, c'est la courbe noire la plus grosse, hein, c'est passé de 11,50 € à 17 €. Le graphique fait apparaître deux tendances qui sont calculées sur Excel, je dis bien sur Excel, avec deux techniques différentes, celle des moyennes mobiles et celle des moindres carrés, ou de la tendance linéaire. Rappelez brièvement le principe de ces deux méthodes. C'est quoi le principe de ces deux méthodes? C'est... Ouais, alors là j'ai un problème, après je vous montrerai ça.
c'est, ok, tendance des moindres carrés. Ben, la tendance des moindres carrés, c'est imaginer, en fait c'est une tendance linéaire des moindres carrés ici. C'est essayer d'ajuster une tendance qui est précisément cette forme-là, qui soit une droite. D'accord? Et quand je dis l'ajuster, c'est-à-dire essayer de la faire passer, essayer de décrire les données avec une tendance qui serait comme ça. Si vous cliquez droit sur Excel, quand vous demandez la tendance, c'est-à-dire tendance linéaire, c'est chercher le A et le B tel que ça marche. Le A, c'est leur donnée à l'origine. Le B, c'est la pente. La pente, c'est la manière dont le prix du cabillaud a augmenté chaque année. Est-ce que c'est 1,2 € en moyenne ou pas, etc. C'est ça la pente. Donc on essaye de trouver quelque chose qui décrit au mieux les données. Donc le problème, c'est évidemment, dans ce cas-là, de savoir comment on détermine A et B. Comment vous allez déterminer la pente, quelle droite vous allez choisir. Vous allez choisir une droite. Comment vous allez choisir? Vous allez la choisir de manière à ce qu'elle soit le plus proche possible des données. Dire qu'elle est le plus proche possible des données, c'est dire quoi? Les vraies données, c'est YT. Bon, ici, c'est le prix du cabillaud. Et ce qui est prévu par la tendance, ou ce qui est la tendance, c'est A plus BT. Donc le prix du cabillaud, la date T, c'est YT. Et ce que la tendance vaut à cette même date T, c'est A plus BT. Donc ce que vous voulez faire, quelque part, c'est rendre le plus petit possible la distance qui sépare YT de A plus BT. La distance, vous pourriez la mesurer en valeur absolue. D'accord? Vous pourriez la mesurer en valeur absolue. Une distance, c'est une distance, quand vous allez de Paris à Londres, elle est juste la distance entre Paris et Londres. Ici, bien sûr, ici on ne mesure pas la distance en valeur absolue, on la mesure au carré. Parce qu'on va être au-dessus ou en dessous. D'accord? En prenant le carré, on prend tout le temps quelque chose qui est positif. Que ce soit au-dessus ou en dessous. C'est pour ça qu'on prend les moindres carrés. Il y a d'autres raisons. On aurait très bien pu prendre comme critère, d'accord, la valeur absolue. Mais la valeur absolue, c'est une notion compliquée. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est mathématiquement, c'est une notion compliquée. Donc, on prend le carré. D'accord? En prenant le carré, c'est pas complètement stupide. Et ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, vous avez plein de données. Donc, ça va de la date 0 à la date t, d'accord? Donc, vous avez plein de distances. C'est des distances verticales qui séparent la donnée de la valeur, d'accord? Et vous allez choisir, c'est plutôt Excel qui va le faire, il va choisir les coefficients A et B de manière à minimiser ça. Et en faisant ça, il ajuste au mieux dans le sens des moindres carrés. Donc si on appelle ça les moindres carrés, bah, ça nous permet de vous le rappeler, c'est les moindres carrés, c'est le carré de la distance en fait, d'accord? C'est ça, pour ça qu'on appelle ça les moindres carrés, les carrés les plus petits possibles. Et c'est la somme de tous les carrés, de toutes les distances qui séparent la variable. Donc, allez voir le cours et c'est ça le résultat. Donc ça, Excel le fait. D'accord? Excel est capable de le faire, il va vous calculer votre A et B, et c'est la technique d'ajustement des moindres carrés. Donc, évidemment, une fois que vous avez fait ça, vous avez trouvé, quelquefois on les appelle A chapeau et B chapeau, vous avez trouvé les deux valeurs, et vous pouvez définir la tendance et la tracer. D'accord? La moyenne mobile, c'est une technique qui paraît plus souple, ou qui est plus souple. D'accord? Vous avez la variable, ok? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez calculer la tendance en faisant ce qu'on appelle une moyenne mobile. Donc une moyenne mobile, c'est typiquement prendre, par exemple, une moyenne mobile d'ordre 3, ça serait prendre à la date t, la variable, plus la valeur qui lui suit, plus la valeur qui le précède, et vous allez prendre la moyenne. C'est bien une moyenne mobile. D'accord? Elle est mobile parce que vous voyez que au fur et à mesure que t avance, vous allez déplacer le truc sur lequel vous moyennez. Vous voyez que je mets un tiers parce que ici vous avez 3 valeurs. Je mets des coefficients qui sont égaux. Si vous faites une moyenne mobile, on aurait très bien pu, ou bien, une question qui est intéressante, c'est le choix de l'ordre de la moyenne mobile. J'ai pris 3 ici. Je vais prendre un ordre impair, ou un nombre impair. Pourquoi? Parce que je veux que la valeur t soit au milieu.
Donc, je peux prendre 5. Si je prends 5, je vais prendre 2 valeurs avant et 2 valeurs après. Voilà une autre manière de calculer la tendance, cette fois par une moyenne mobile d'ordre 4 ou 5. Alors ma collègue Patricia, vous êtes tous dans la division 3 ou pas? 2, c'est avec Patricia Vandetti. J'arrive pas des fois à comprendre comment elle définit l'ordre. Pour moi, quand il y a 5 nombres, je dis que c'est d'ordre 5. Très débat sémantique, je trouve peu intéressant. Mais c'est bien ça la moyenne mobile, hein, d'accord? La caractéristique de la moyenne mobile, c'est que, enfin, il y a une différence, c'est que d'un côté, là, vous avez quelque chose qui est linéaire, alors que là, vous avez quelque chose qui est plus adaptatif par rapport à la série elle-même. Et vous voyez que plus vous augmentez le nombre de l'ordre, plus ça se lisse, plus ça lisse les évolutions. D'accord? Plus ça lisse les évolutions. J'aurais pu le faire d'ordre 7, etc., d'ordre 9. J'aurais pris 3 données avant, 3 données après, celle au centre, etc. Une autre caractéristique aussi, c'est que vous voyez bien que quand je calcule une moyenne mobile, si j'ai un échantillon qui va de la date 0 à la date t, et ben, quand j'ai calculé la moyenne mobile, je ne vais pas pouvoir le faire pour la première valeur. La moyenne mobile d'ordre 3, je vais pouvoir la définir que de la date 1 à la date t-1. La moyenne mobile d'ordre 5, parce que je ne connais pas, pour la date 0, je ne connais pas le y-1 ou le y-2. Pour la date 5, je vais pouvoir le définir uniquement de la date 2 à la date t-2. Donc plus j'augmente l'ordre de la moyenne mobile, moins je peux le calculer sur un grand nombre de points, parce que je perds le début et la fin. La moyenne mobile, elle est plus souple quelque part, elle s'adapte davantage. La droite linéaire, elle est un peu rigide. Et vous voyez, la droite linéaire, elle a une caractéristique aussi intéressante, c'est que, en fait, elle prend en compte les anciennes données comme les vieilles données. Une tendance, c'est quelque chose que vous voulez utiliser pour faire par exemple une prévision, pour savoir ce que demain sera fait. Vous voulez prolonger la tendance. Si vous faites par la tendance linéaire, vous voyez que la tendance linéaire, elle donne autant de poids aux anciennes données qu'aux nouvelles données. À ce qui s'est passé il y a longtemps que ce qui s'est passé il y a très récemment. Or, on peut penser que si l'histoire se répète, c'est plutôt l'histoire récente qui se répète plutôt que l'histoire ancienne. Enfin, à voir, c'est des discussions tous les deux. La moyenne mobile, elle est plus adaptative quelque part, elle est plus souple. Mais elle a cet inconvénient de se dire, bah, quel ordre je choisis? Est-ce que je prends 3, 5, 7, 9? J'en sais rien. Une question de description des données. Et puis je perds des données au fur et à mesure que je la compose. Donc, voilà, ça c'était pour la première question. C'était juste un rappel de cours. Rappelez brièvement le principe de ces deux méthodes. Je n'ai pas été bref. Ensuite, on nous pose une question intéressante. On nous dit, mais ci-dessus, identifiez pour chacune des deux tendances la technique utilisée en justifiant votre réponse. Donc, la première tendance, c'est celle-là. Celle-là, c'est quoi? C'est une droite. Elle est calculée, et c'est une droite, elle est calculée sur toutes les valeurs. D'accord? C'est une droite, elle est calculée sur toutes les valeurs. Donc c'est la tendance linéaire des moindres carrés. Hein? Et donc, on peut se dire ça. L'autre, quelle est sa caractéristique? L'autre, celle-là, avec les points. Elle n'est pas sur toutes les données, donc vous voyez, elle est. Alors, bizarrement, et ça, je vais vous dire un truc après, parce que je m'en suis rendu compte, Patricia m'a signalé ça, elle a raison. Je l'ai calculé avec Excel. Hein. J'ai fait une moyenne mobile avec Excel. C'est une moyenne mobile. Pourquoi? D'abord, elle n'est pas calculée sur toutes les données, au début, elle n'est pas calculée. Ensuite, elle est souple, d'accord? Elle s'adapte à la série. Mais vous voyez qu'elle n'est pas très belle. C'est la moyenne mobile, d'accord? Donc, la réponse à la question, c'est ça. Mais elle n'est pas terrible, cette moyenne mobile. D'une part, on peut se poser plusieurs questions. Ok, elle n'est pas calculée au début, normal. Mais elle est calculée à la fin. Bizarre. Comme je vous dis, c'est qu'en théorie, on n'est pas plus capable de calculer au début qu'à la fin. Donc c'est un peu bizarre qu'on calcule au début. Et puis après, on a l'impression qu'elle est un peu stupide, cette tendance, parce que, vous voyez, si vous la comparez par rapport à la série, elle est très mauvaise. Au début, notamment lorsque la série croît, elle est toujours en retard. Elle est toujours en retard, elle est toujours en dessous. D'accord? Elle est toujours en dessous. En fait, donc elle ne paraît pas être de bonne qualité, je trouve. Et en fait, c'est vrai qu'elle a été calculée par Excel, et Excel ne fait pas les moyennes mobiles. C'est pas bien, il fait des moyennes mobiles. Quand vous cliquez moyenne mobile sur Excel,
Il fait une moyenne mobile qui n'est pas une vraie moyenne mobile. Qui est une moyenne mobile, mais toujours en retard. Si vous faites la moyenne mobile telle qu'on pourrait le faire avec notre formule, c'est-à-dire par exemple ici une moyenne mobile d'ordre 4 ou 5, c'est-à-dire quelque chose qui soit 1/5 de yt-2 plus yt-1 plus yt plus yt plus 1 plus yt plus 2, d'accord? Ok? Vous allez trouver la moyenne mobile ici qui est en rouge. Et cette fois, elle est bien 1. Elle suit bien la série. Vous voyez, dans la première partie, elle suit bien la série. Bon, on ne peut pas la calculer à toutes les valeurs, hein, parce que, évidemment, au début et à la fin, on n'est pas capable de la calculer, c'est logique. Elle suit bien la série sur la première période, et elle note bien l'infléchissement de la tendance que vous avez. Donc elle est pas mal, je trouve. Elle est pas mal. Et vous voyez que ce n'est pas la même que celle sur Excel. Donc Excel, méfiez-vous d'Excel. C'est un point que je n'avais pas remarqué en faisant l'exercice. Quand vous avez fait le... C'est moi qui avais fait le sujet cette année-là. C'est pas très grave. D'accord? Mais effectivement, j'aurais pu vous dire, quand même, Excel, c'est bizarre, cette moyenne mobile, toujours en retard, etc. Si vous regardez sur Excel, vous allez voir la brochure, la présentation d'Excel, la notice d'Excel, vous allez rendre compte qu'ils ne calculent pas la vraie moyenne mobile, ils font un truc un peu bizarre. Vous faites bien, vous trouvez comme ça. D'accord? Vous allez voir, je vous donne le fichier Excel. J'ai mis le fichier Excel sur le pays. Je l'ai calculé pour 5 et 7 aussi. Ok. Donc on a ces deux trucs-là, et c'est facile de distinguer les deux, parce qu'il y en a une, c'est de droite, et l'autre, elle est plus adaptative. Question suivante. Ok, donc ça on l'a fait. Quel argument pourriez-vous avancer pour contester la pertinence d'une calcul d'une tendance sur l'ensemble de la période 98-2015? Bon, alors peut-être que ma question a été mal comprise, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on peut toujours calculer des tendances. Si vous posez la question à Excel, donnez-moi la tendance linéaire, il le fera toujours avec n'importe quoi. Qu'il y ait une tendance ou pas, que ça fasse n'importe quoi. Il trouvera toujours une solution. D'accord? Est-ce que cette solution est pertinente? Ici, vous voyez que ce qui caractérise les données, c'est qu'on a l'impression que sur la première sous-période, de 1998 à 2007, il y a bien une croissance du prix du cabillaud, d'accord? Et que ensuite, le prix du cabillaud se stabilise sur les 10 dernières années, les 7 dernières années. Donc, ici, calculer une tendance sur l'ensemble de l'échantillon, on n'a pas l'impression que ce soit très pertinent. On a plutôt l'impression, et d'ailleurs c'est bien ce qui est obtenu par la moyenne mobile, qu'il faudrait une tendance avec deux morceaux. Un premier morceau qui capturerait, voilà. Un premier morceau qui capturerait ce qui se passe sur la première partie, d'accord? Donc une croissance à peu près, voilà, comme ça, ok? Ça serait la première partie. Et puis un deuxième morceau qui nous montrerait que sur la deuxième partie, eh ben, c'est relativement plat, d'accord? Donc on a envie de dire, et moi c'est la réponse que j'attendais ici, c'est de dire il y a une forme de rupture de tendance en 2008. D'accord? Et sur la deuxième période, bah, on dirait qu'il y a une tendance à croissance nulle. Sur la seconde période, la tendance, elle est plate. Une tendance plate, c'est une tendance. D'accord? La tendance, elle peut être baissière, elle peut être montante, mais elle peut aussi être stabilisée. Donc, on a envie de dire ici, la tendance, elle n'est pas très très loin de quelque chose qui serait A, juste le niveau qui reste constant. Alors que là, la tendance, elle serait plutôt du style de type A plus BT. Une tendance linéaire, d'accord? Est-ce que c'est exponentiel, est-ce que c'est linéaire? J'ai envie de dire c'est linéaire. Donc c'était ça la réponse qui était attendue. Bon, donc c'est pas forcément pertinent de chercher une tendance ici. Et en fait, si j'avais regardé la moyenne mobile, vous voyez la moyenne mobile de Patria Vanetti là, elle saisit bien cette situation-là. Elle le saisit assez bien. Sauf qu'elle le saisit aussi avec retard, quoi. C'est pas, je trouve pas ça non plus bon. Ça saisit bien l'idée qu'il y a d'abord une première phase de croissance et puis une deuxième phase où ça se stabilise. Ok. Alors ensuite, dans l'exercice, en fait, on va prendre ce qui se passe sur la fin de l'échantillon, on ne va plus regarder la moyenne annuelle, on va regarder ce qui se passe tous les mois.
en données mensuelles. En données mensuelles. Et en données mensuelles, ce qu'on veut mettre en avant, ce sont des saisonnalités. Si vous regardez les données, donc là c'est pareil, alors 1 c'est le mois de janvier, 7 c'est le mois de juillet. Et tous les traits correspondent à des mois. Pour le jour de l'examen, c'était plus précis. D'accord? Donc 1, 7, 1, qui place janvier 2010, janvier 2011, janvier 2012. C'est sur 3 années. Donc évidemment, première chose à dire sur ce dessin, c'est que si vous regardez les choses, vous voyez que effectivement, il y a un truc, c'est qu'on a l'impression que, en gros, le prix du cabillaud, il est à peu près stabilisé, quoi. D'accord? Il est à peu près stabilisé. Il n'y a pas de croissance du prix du cabillaud. Mais il y a des pics. Et vous voyez que les pics sont toujours les mêmes. C'est toujours au mois d'août, donc le mois qui suit le mois de juillet, que sont atteints le pic du prix du cabillaud. D'accord? Les 3 années. De la même manière, à peu près, hein. D'accord? C'est vrai pour le mois d'août en l'occurrence. Hein. Maintenant, si vous regardez, il y a aussi des bas. Et vous voyez que le bas, il est toujours aussi atteint pour le mois de février ou le mois de mars. D'accord? Le bas du prix du cabillaud est atteint pour le mois de février ou le mois de mars. Donc, vous avez un phénomène ici qui est un phénomène d'effet saisonnier, d'accord? Lié, je sais pas, à la biologie du cabillaud ou aux tempêtes dans la Manche. Je sais pas. En tout cas, les prix, bon, c'est pas les tempêtes dans la Manche. C'est lié aux migrations du cabillaud, certainement, qui se déplacent d'un endroit à un autre. Et donc au mois d'août, on ne pêche pas beaucoup de cabillaud. Et donc les prix montent. Ça peut être aussi lié au goût du consommateur, mais je pensais que c'est davantage lié à la manière dont on pêche le cabillaud. Je ne suis pas spécialiste de pêche. Donc vous avez ici, d'accord, comment pouvez-vous décomposer la série? Décomposer la série, c'est toujours se dire, il y a un phénomène qui est... Décomposer la série, c'est identifier une tendance, c'est identifier une saisonnalité, et c'est identifier éventuellement un cycle résiduel, quelque chose qui n'est ni une tendance ni une saisonnalité. Une tendance, elle va indiquer le long terme, la saisonnalité, elle va se reproduire chaque année, elle va vous dire qu'au mois d'août c'est plus haut, qu'au mois de février c'est plus faible, et puis le cycle, c'est la composante résiduelle, c'est tout ce que vous ne capturez pas, ni par la tendance, ni par la saisonnalité, d'accord? C'est tout ce qui reste. Et évidemment, il reste des choses. Hein. Pourquoi, par exemple, en 2012, le prix du cabillaud a rebondi au mois de novembre, en 2011? Pourquoi il a rebondi, on ne sait pas trop. Vous voyez, ce n'est pas un phénomène qu'on avait observé l'année précédente. Évidemment, si on avait plus de 3 ans, peut-être qu'on pourrait dire davantage de choses. Ici, on a fait 36 mois de réalisation. Donc, comment pouvez-vous décomposer la série? D'accord? La série, j'ai envie de la décomposer, cette série. J'ai effectivement envie de la décomposer en 3 composantes qui sont une tendance, un cycle et une saisonnalité. Il y a 2 manières de décomposer. Il y a soit vous faites un modèle additif. Un modèle additif, c'est un modèle dans lequel les composantes s'additionnent. C'est ce que j'ai écrit en dessous en fait. Soit vous pouvez faire aussi un modèle multiplicatif. Un modèle multiplicatif, c'est un modèle dans lequel vous allez dire que la saisonnalité, c'est pas 2 zéros de plus pour le prix du cabillaud au mois d'août. Vous allez dire que c'est 5% au-dessus de sa moyenne annuelle. Un modèle multiplicatif, il est intéressant lorsque vous avez l'impression, et ce sera le cas dans l'exercice 3, qu'il y a des choses qui explosent, il y a de la croissance, etc. Ici, moi je n'ai pas l'impression que ce soit pertinent d'aller chercher un modèle multiplicatif. Prenons le plus simple, le modèle additif. Il n'y a pas de croissance, on peut très bien dire, bah oui, regardez, effectivement on dirait qu'au mois d'août, le prix du cabillaud, chaque année, il est 2 euros de plus ou 1,90 € de plus que sa moyenne annuelle. Et qu'au mois de février, il est 1,50 € de moins. D'accord? Et donc ça, c'est bien faire un modèle additif. Comment caractérisez-vous la tendance sur les 3 années considérées? Elle est comment, cette tendance? Elle est plate? Je ne sais pas ce que vous voyez comme tendance dans la série. Ça monte? Ça descend? Vous trouvez que ça monte? C'est stable. Donc la tendance, elle est plate. Quand je vous dis elle est plate, vous me dites non, il ne se passe rien. Elle est plate, d'accord. Donc c'est quoi une tendance plate? Une tendance plate, c'est, on va dire, la tendance, elle est plate.
pas dire grand-chose. C'est quoi la notion de platitude? La tendance plate, ça veut simplement dire que la tendance, elle est constante. D'accord? C'est ça. Elle est constante. Donc ça veut dire que, en fait, elle est linéaire, mais avec un B égal à 0. D'accord? C'est une tendance linéaire avec un B égal à 0. Elle est plate. C'est une tendance linéaire avec un B égal à 0. Donc la tendance, j'ai envie de dire, moi, la tendance, c'est ça, c'est A. C'est A. C'est ça la tendance. Et c'est quoi ce A? A, si on vous dit, et c'est quoi, quelle valeur vous allez prendre pour le A? Par les moindres carrés ou par autre chose? Je vais prendre la moyenne. Je vais prendre la moyenne sur les données. Le A, c'est le prix moyen mensuel sur les 3 ans considérés. D'accord? C'est ça. Ça serait stupide de mettre la tendance là, d'accord? Si vous la mettez là, vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas être ça. Ça serait stupide de mettre la tendance là. D'accord? Vous avez envie de mettre la tendance en rouge. J'ai fait une erreur, j'ai utilisé du jaune. Mais c'était pour dire quelque chose qui était faux, donc ça correspond assez bien à ce que je ressens. À l'université, on a le droit de faire de la politique, hein, c'est ça qui est bien. Comme on est face à des adultes, voilà, on peut raconter ce qu'on veut, on a la liberté de parole. Bon, c'est pas de la grosse propagande. Bon alors. Ok. Donc la tendance, je vais dire, elle est plate, elle est constante, et donc le A, bah, c'est la valeur moyenne. C'est la valeur moyenne. Je passe au truc suivant. Ben, justement, le truc suivant, vous voyez, c'est on reprend les données, on nous donne les données, d'accord? Et les données, on les classe, et ça c'est la bonne manière de classer les données pour repérer les saisonnalités. On les classe par mois, en ligne, et par colonne en année, d'accord? Donc, pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que, vous voyez que, ici, dans le cas où on a une tendance qui est constante. D'abord, on est capable de calculer la moyenne par mois. On est capable de calculer la moyenne par année, d'accord? En faisant la moyenne en ligne ou la moyenne en colonne. Ce qui est fait dans la colonne K et la ligne 159. Le chiffre qui est en bas, le 1685, c'est la moyenne des moyennes. Et la moyenne des moyennes, c'est quoi? C'est la moyenne elle-même. Imaginez, si vous avez des groupes de télé qui sont tous de même taille dans le L1 d'économie, d'accord? Vous pouvez faire la moyenne de chacun des groupes de télé, et si vous faites la moyenne des groupes de télé, vous trouvez la moyenne des étudiants dans la promo. D'accord? Évidemment, pour que ça marche, il faut que les groupes soient tous de même taille. Sinon, vous allez devoir corriger par la taille des groupes. Ici, les groupes de même taille sont de même taille, c'est 12 mois par an. Donc, en fait, quand vous faites la moyenne par mois, vous faites la moyenne verticale par mois, vous trouvez la moyenne de chaque mois, et quand vous faites par colonne, vous trouvez la moyenne annuelle. Quand vous faites la moyenne des moyennes, 16,85, et ben c'est ma tendance en fait. C'est la moyenne de la variable. Donc ça, le 16,85, c'est ça. Quelle est la signification de la colle de la... Oh là, j'ai encore mis du jaune. Pas du tout. Le 16,85, c'est quoi? C'est la moyenne. Alors vous voyez, il y a l'extraction Excel. Excel nous dit, vous voyez comment on fait pour calculer la moyenne sur Excel? K 147, 2 points, K 158. Vous prenez de la case 147 jusqu'à la case 158. Vous faites moyenne K 147, K 158. Cette moyenne K 147, K 158, elle est aussi égale à la moyenne que vous pourriez faire en faisant la moyenne de G de H 159 à J 159. Et cette moyenne, ce n'est rien d'autre que le A de ma tendance. La tendance, c'est 16,85. Voilà, c'est le prix moyen du truc, c'est 16,85 €.
tendance c'est A plus BT, bah ici c'est 16,87 €. Quelle est la signification de la cellule K159? La réponse c'est que la cellule K159 c'est la moyenne des moyennes, c'est-à-dire la moyenne. Comment pourrait-on la calculer? On peut la calculer soit en faisant la moyenne en ligne, soit en faisant la moyenne en colonne, soit en faisant la moyenne de tout. D'accord? En quoi peut-elle renseigner sur la tendance? Bah oui, la tendance, elle doit être au milieu, donc elle est à la moyenne. Il n'y a aucune raison de mettre la tendance au-dessus de la moyenne ou en dessous de la moyenne. Si vous pensez que la tendance est plate, c'est un peu ce que j'ai cherché à faire penser aux étudiants, si vous pensez que la tendance est plate, il faut la mettre à 16,85 et pas à 18 ni à 14. Il faut la mettre au milieu, à 16,85. D'accord? Donc, c'est la réponse à la question, la tendance c'est 16,85. En quoi peut-elle renseigner sur la tendance? Bah, c'est la tendance. Donc, maintenant ce qui est intéressant, c'est que si vous avez la tendance, et ben dans la dernière colonne, vous pouvez calculer quelque chose qui est l'écart à la tendance. Et l'écart à la tendance, c'est juste l'écart entre la donnée et la tendance de 16,85. Vous voyez que l'écart à la tendance au mois de février, bah, la tendance vaut 16,85 alors que le prix du cabillaud est de 15,69. Vous voyez que dans ce cas-là, en février, vous observez que le prix du cabillaud, il est systématique. Quoi. Il n'est pas systématiquement. Il est en moyenne sur ces 3 années 1,16 € en dessous de la tendance. Cet écart à la tendance, en fait, c'est la moyenne. D'accord? C'est l'écart à la tendance moyen. Ça vous dit, voilà, au mois de février, si on observe, bon, c'est pas toujours exactement vrai, mais c'est moins d'1,16. C'est la moyenne des écarts à la tendance par mois. L'écart à la tendance, c'est la différence entre la moyenne et la moyenne par mois ici. De la même manière, vous constatez qu'au mois d'août, puisqu'on avait vu qu'au mois d'août c'était tout le temps au-dessus, c'est 19,31. Donc 19,31, vous voyez que c'est plus, évidemment, plus 2,46 € au-dessus de la moyenne. D'accord? Par propriété, dans les écarts à la tendance, vous voyez bien qu'il y a des fois où c'est au-dessus et il y a des fois où c'est en dessous. Mais si vous faites la moyenne des écarts à la tendance, vous allez trouver combien? Pour que ce soit cohérent. Vous allez trouver 0. D'accord? C'est mathématique en fait comme résultat. Si vous ne trouvez pas 0, c'est que vous avez mal situé votre tendance. D'accord? Précisément. La moyenne, elle a comme caractéristique de se trouver au milieu. Et donc de faire en sorte que la moyenne des écarts à la tendance est égale à 0. Vous ne pouvez pas toujours être au-dessus de la tendance. Si vous êtes au-dessus à un moment, il faudra être au-dessous après. De manière à ce que la moyenne des écarts à la tendance soit égale à 0 ici. D'accord? Ben, l'écart à la tendance, il va nous permettre de mesurer la saisonnalité. C'est l'effet saisonnier. C'est l'effet saisonnier. Vous étiez au Medellín hier, non? Vous connaissez le Medellín? Non? C'est une nouvelle boîte qui est ouverte sur l'avenue Marceau. Non, mais je ne vous ai pas vu, donc je ne sais pas. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle du Medellín avenue Marceau. Quand vous arrivez, il y a une grande pancarte, c'est marqué chez Pablo. Et Pablo est mort depuis longtemps. Hein. Il a été liquidé par l'armée américaine. Bon. Donc, ça fait TOT égale 16,85. Et donc, vous voyez que cet écart à la tendance, c'est ce qui mesure effectivement un effet saisonnier. Un effet saisonnier. D'accord? C'est l'objet de la question suivante. Déterminer les coefficients ou effets saisonniers des mois de février et des mois d'août. Donc ce qu'on veut, c'est essayer de capturer la saisonnalité. Donc pour capturer la saisonnalité, on veut capturer quelque chose qui est spécifique à ces mois. Donc effectivement, ici, pour faire l'effet saisonnier, vous faites l'effet saisonnier, je vais l'appeler S pour le mois de février, d'accord? C'est égal à quoi? C'est égal à la moyenne
de février moins la moyenne. D'accord? Donc c'est l'écart à la tendance. La moyenne de février, c'est 15,69. La moyenne, c'est 16,85. Donc c'est moins 1,16 €. Faites bien attention de bien mettre le signe, parce qu'en février, on est moins en dessous. Donc on est en dessous, il faut bien mettre le signe, il ne faut pas se tromper. Hein, d'accord? Donc c'est moins 1,16, c'est déjà ce que j'ai calculé. Et puis, au mois d'août, le S du mois d'août, même calcul, c'est la moyenne de août moins la moyenne de l'année. D'accord? La moyenne de août, c'est combien? C'est 19,31. La moyenne de l'année, c'est 16,85. D'accord? Donc ça fait plus 2,56 €. 56 €. 46, ouais, ça c'est les restes du Medellin. Ça vient d'ouvrir. Hein. Plus 2,46. Ok, donc je le mets là, plus 2,46 €. Ok? Alors, on a mis les coefficients saisonniers ou les effets saisonniers. Des fois, on aime bien mettre coefficient parce que quand c'est multiplicatif, vous voyez, ici, je peux dire c'est mesuré en euros. C'est mesuré en euros. D'accord? Donc, je vais parler de effet. Coefficient, c'est en général, c'est quand c'est mesuré en pourcent. Bon, après, c'est un problème presque de sémantique, encore une fois. Sémantique, ça veut dire deux mots. Sémantique, ça va. Sémantique. Des fois, je m'exprime, je ne sais pas si je m'exprime clairement, parce que j'ai des mots qui sont un peu surannés. Sans bon jugement, vous vous rappelez de la vous les copains. 2,46 €. Ok. Donc, dernière question. Quoi, je sais pas si c'est la dernière question. Quelle est la meilleure prévision que l'on puisse faire en décembre 2012 du prix du filet de cabillaud en août 2013? Donc pourquoi on a fait ce travail? Parce que ce qu'on voudrait faire, on a 3 années de données, d'accord? Et avec ces 3 années de données, on a identifié une tendance et des effets saisonniers. C'est ça qu'on a fait. C'est que les 3 années, j'ai identifié la tendance, c'est la moyenne, 16,85, d'accord? 16,85. Et ça, c'est les effets saisonniers, on les a identifiés aussi, vous les calculez que pour 2 mois, on aurait pu les calculer pour tous les mois, on est d'accord? Donc ça, j'ai utilisé les 36 données que j'avais, au mieux. Enfin, au mieux, j'ai utilisé. Maintenant, à quoi je peux les... pourquoi je peux le faire? À quoi je peux les utiliser? Parce que l'information que j'ai, en quoi peut-elle m'être utile? Eh bien, je veux faire une prévision du prix du poisson en août 2013. Et c'est une prévision, et cette prévision, je la fais en décembre 2012. En fait, le fait que je la fasse en décembre 2012 n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que j'ai toutes les informations sur les 3 dernières années du prix du cabillaud, jusqu'en décembre 2012. Si je suis en décembre 2012, j'ai pu calculer mon tableau. D'accord? Ok? Donc, on me demande quel est le prix du cabillaud, quel pourrait être le prix du cabillaud en août 2013. Voilà. Quand je fais une prévision, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, première composante, j'ai prolongé la tendance. Donc, j'ai calculé une tendance avec mes données. Je peux calculer la valeur de la tendance en août 2013. 16,85 €. Et puis après, je sais que le mois d'août, il y a un effet saisonnier. D'accord? Il y a un effet saisonnier. Donc, faire un exercice de prévision, j'utilise ma décomposition pour faire un exercice de prévision. 1, je prolonge la tendance, d'accord? Mais ici, prolonger la tendance, c'est un peu stupide parce que la tendance, elle est constante. Donc, c'est pas très intéressant, c'est 16,85. 2, je tiens compte qu'on est au mois d'août. D'accord? Donc, si je fais ça, on est d'accord que la tendance,
ici elle est un peu triste, c'est 16,85, c'est plat, d'accord? Donc si ça n'a pas augmenté depuis 3 ans, pourquoi ça augmenterait dans les 6 prochains mois? Vous diriez, bah non, mais ok, ça n'a pas augmenté depuis 3 ans, mais il y a 5 ans ça va augmenter. Peut-être que ça va augmenter, mais avec les données que j'ai, je pense que ça va pas. Je peux dire que ça va pas augmenter, je sais pas. Et puis, ce que j'ai calculé, c'est que j'ai calculé mon effet saisonnier. Et mon effet saisonnier, c'est 2,46 €, vous m'aviez dit. D'accord? Donc si on additionne les deux, vous trouvez votre prévision. Donc elle est de 16,85 machin, ça fait 19,31. Alors, 19,31. 19,31 €. Ah, vous allez me dire, mais là, c'est un peu compliqué parce que vous voyez bien que 19,31, c'est pas très étonnant, c'est la moyenne par mois au mois d'août. D'accord? Donc effectivement, comme tout est stable, là je l'ai fait en décomposant, c'est un petit peu comme si j'ai fait d'abord ça et puis après ça. Alors bon, en fait, le résultat il était assez évident, assez attendu, mais on a bien fait ça. S'il n'y avait pas eu, ici la tendance est stable, d'accord? Et on a un effet saisonnier. Donc, on additionne la tendance qui est stable et l'effet saisonnier. Et comme l'effet saisonnier, on l'a calculé précisément en faisant la différence entre la moyenne et la moyenne par mois, ben on retrouve la moyenne par mois, on est d'accord? C'est un peu stupide. Mais s'il y avait une tendance, on aurait trouvé autre chose. Donc autant le faire proprement. D'accord? Proprement. Voilà. Donc on trouve 19,31. Donc cette meilleure prévision, je la fais en décembre. Le fait que je la fasse en décembre n'est pas très important, surtout je la fais en utilisant toutes les données que j'ai depuis 3 ans. Donc, de décembre 2012, j'ai observé de janvier 2010 à décembre 2012 le prix du poisson. Ok. Évidemment, vous avez aussi compris que ensuite, il faut vous comparer. Une fois que vous êtes arrivé au mois d'août, vous pouvez comparer la prévision que vous aviez faite et puis la vraie valeur. D'accord? Ça définit ce qu'on appelle l'erreur de prévision. Erreur de prévision. Donc on nous dit le prix du poisson est de 18,21. Ah mince, on s'est trompé. Bah, évidemment, l'erreur de prévision ici, en gros, on a surestimé le prix du poisson. On a surestimé le prix du poisson. Donc on a fait une erreur de... ah mince, l'erreur de prévision c'est en sens inverse en fait. Hein. D'accord? On va plutôt prendre... Voilà. Non, remarquez, non. L'erreur de prévision, c'est la différence entre la valeur réalisée et la prévision que vous avez faite, d'accord? Donc, effectivement, ici, c'est bien comme ça qu'il faut le dire, d'accord? L'erreur de prévision, elle est de moins 1, combien? 10, c'est ça? Moins 1,10 €. D'accord? Je me suis trompé de 1,10 €, j'ai surestimé la valeur de 1,10 €. D'où elle peut provenir? Elle vient d'où cette erreur de prévision? Pourquoi je me suis trompé? Exactement, elle peut provenir. Ben, moi, je n'ai jamais eu prétention à tout prévoir. J'ai simplement dit que la valeur y, petit y, c'était une tendance plus un effet saisonnier adapté au mois en question, plus un cycle, d'accord, ou un résidu. D'une part, il peut y avoir un résidu, donc je ne vais pas chercher à tout prévoir. Donc l'erreur, elle peut provenir d'un cycle. Ok, ça serait la réponse la plus attendue. C'est la composante résiduelle, on n'a pas cherché à la modéliser, donc voilà, bah, c'est ça. Hein. Bon, il n'y en a pas une autre, elle peut provenir d'ailleurs aussi l'erreur. L'erreur, elle peut aussi provenir du fait que le modèle n'est pas très bon, le modèle est faux. Je me suis trompé. J'ai pensé que la tendance était constante, ce que j'ai asséné. En fait, la tendance, elle n'est pas constante, elle est un peu décroissante. Donc, du coup, d'accord, l'erreur, elle peut provenir de ça. Elle peut soit s'expliquer par le modèle normal, le modèle ne peut pas tout prévoir, soit elle peut s'expliquer par le fait que le modèle est faux. Mais ça, c'est la réalité auquel on est confronté tous les jours, d'accord? Vous pouvez pas tout prévoir, vous essayez de prévoir au mieux, mais vous pouvez aussi vous tromper dans la construction du modèle, d'accord? Il faut bien tenir compte des deux à la fois. La réponse attendue, c'est plutôt la première qu'on a donnée. Bon, super, on va pouvoir commencer l'exercice suivant. Non, parce que j'ai un peu un truc où moi je dis on a le temps de faire les exercices parce que c'est vrai que je parle et je ne pose pas beaucoup de questions, du coup c'est pas très participatif, vous avez remarqué. C'est un choix éditorial pour moi, j'assume.
On commence l'exercice suivant parce qu'on va être un peu short après. L'exercice suivant, c'est juste pour l'introduire, comme ça sera fait, d'accord? L'exercice suivant, c'est un exercice aussi sur les saisonnalités, mais dans lequel on ne va pas avoir un modèle additif, mais on va avoir un modèle multiplicatif. Donc ce n'est pas des vraies données, c'est des données, je ne sais pas, prix d'un livre. Donc ça va être... Et puis on va utiliser une moyenne mobile aussi. Donc ça va être un peu plus compliqué. Ok? Donc, on nous donne, pour 3 années, des données qui sont trimestrielles. D'accord? Les données qui sont trimestrielles. 30, 40, 50, etc. Et vous voyez que les données ici sont directement présentées sous la forme du fameux tableau dont je vous ai parlé, c'est-à-dire mettre les années et mettre les trimestres. Ce qui permet, en ligne, en colonne, de regarder ce qui se passe chaque année, et en ligne, de regarder les effets qui seraient spécifiques à chaque année de trimestre pour repérer les saisonnalités. C'est pour ça qu'on aime bien les planter de cette manière-là. Alors, je vais tout mettre sur un même truc. Représenter les observations dans le plan, et c'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Donc là, quand on a représenté les observations, 2008 T1, etc., on a les valeurs, ok, et on observe qu'il y a des variations. On observe plusieurs choses. Vous pourriez me dire, bah, on a l'impression que, ouais, il y a certainement une tendance, d'accord? Je la mets comme ça, là je viens de la tracer. On voit qu'on peut penser qu'il y a une tendance, et puis on peut penser qu'autour de cette tendance, il y a des saisonnalités. Les saisonnalités, il faut les mesurer relativement à la tendance. Vous voyez que le point où on est systématiquement le plus éloigné de la tendance, ça serait quel semestre? Pour essayer de repérer, regardez les données, de regarder un peu. Vous voyez là, on a le haut, le maximum sur l'année, il est toujours atteint. Il est là, il est là, il est là. Le maximum sur l'année, vous pouvez le revoir ici dans le graphique. Vous voyez, il est toujours atteint. Il est toujours atteint au trimestre 2. Trimestre 4, pardon. 50, 70, 90. D'accord? Si vous regardez par colonne, vous observez qu'en 2008, c'était au trimestre 4, c'était le plus élevé. En 2009, c'est aussi au trimestre 4, c'est le plus élevé. Bon, c'est presque à égalité avec le trimestre 2. Et au trimestre... Donc, le T4, d'accord, semble bizarre. Si vous regardez maintenant le min, bah, vous voyez que le min, il est presque chaque année atteint au T1. Alors, pas exactement, parce que là, vous voyez, il y a 10. Et là, c'est 20. Mais ça marche 2 années sur 3. Et puis 20, c'est pas beaucoup. D'accord? Donc, c'est clair qu'il y a un soupçon de saisonnalité. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est ça. On suspecte une saisonnalité. Au T4, c'est plus élevé. Au T1, l'activité, elle baisse. Maintenant, cette saisonnalité, elle est brouillée par la composante résiduelle. Donc, il est normal que ce ne soit pas exactement ça. Sinon, ça doit être un exercice d'école. Ça ne peut pas être exactement toujours la même chose. Mais c'est toujours le max au T4, et puis au T1, c'est comme ça. Donc, la cérébruite du tableau fait apparaître des variations saisonnières, parce que simplement, si vous regardez encore une fois, et c'est bien en regardant par ligne que vous le voyez, vous repérez que le maximum est toujours atteint le même mois. Et c'est ça qu'il faudrait répondre si vous deviez l'écrire de manière littéraire. D'accord? Bon, le jour du QCM, il n'y a plus de réponse littéraire, donc je ne sais plus très bien quoi dire. Et puis le minimum, il est tout le temps atteint à l'autre. Allez, une dernière question et on arrête là. On choisit un modèle multiplicatif pour rendre compte de la dynamique de la série. Justifier ce choix. Il y a 2 manières de rendre compte de la dynamique de la série. Soit un modèle additif, une tendance, une saisonnalité, un cycle. Ou bien un modèle multiplicatif. Un modèle multiplicatif, c'est quoi? C'est une tendance multipliée par une saisonnalité multipliée par un cycle. Qu'est-ce que je veux dire par multiplier? C'est que dans le second cas d'un modèle multiplicatif, vous voyez que la saisonnalité, elle n'est pas spécifiée en niveau, elle est spécifiée comme un pourcentage de la tendance. La saisonnalité, elle vient multiplier la tendance. Donc, elle est vue comme un pourcentage. De la même manière, le cycle, aussi, la composante résiduelle, elle est vue aussi comme un pourcentage qui s'ajoute. Enfin, pas qui s'ajoute, justement, qui se multiplie. Alors que dans le modèle additif, on additionne. Tout à l'heure, dans le cas du cabillaud, la tendance, elle semblait constante. Ici, on a l'impression qu'il y a une tendance qui est croissante. Et donc, quelque part, s'il y a des effets saisonniers, il est normal que l'amplitude de ces effets saisonniers augmente avec la tendance.
J'ai dit, il est normal, j'en sais rien. En tout cas, c'est ça qui se passe dans un modèle multiplicatif. Et si vous regardez la série, bon, pareil, c'est pas très fort, mais vous voyez qu'au début, quand même, on a l'impression que ça augmente nettement, parce qu'au début, on est autour de 30, 40, et puis à la fin, on est à 120. Vous voyez qu'au début, les amplitudes, elles existent, il y a des cycles, quoi, il y a des variations, mais ces variations sont relativement faibles. Et puis, l'amplitude des variations est de plus en plus forte. Donc c'est exactement ce phénomène-là, c'est que les fluctuations autour de la tendance, d'accord, elles augmentent avec la tendance. Et ça caractérise un modèle multiplicatif. Donc je vais dire, le modèle est multiplicatif, parce que j'ai l'impression que, en tout cas c'est comme ça qu'on le modéliser, parce que les chocs qui affectent la série, la composante, ne s'additionnent pas, mais elles multiplient la tendance. Elles deviennent de plus en plus fortes au fur et à mesure que la série est à un niveau élevé. Donc je veux dire, le modèle est plutôt multiplicatif. Et c'est pas, je vais dire, c'est on choisit un modèle multiplicatif, c'est l'exercice qui nous l'impose. D'accord? Donc, cette fois, et on fera ça la semaine prochaine, on va raisonner non pas en termes de niveau comme le cabillaud où on était moins à 36 €, on va dire la saisonnalité c'est être 30% au-dessus ou 20% en dessous, en pourcentage. D'accord? Donc on se retrouve la semaine prochaine en très bonne forme. À la semaine prochaine.